Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de la SNSM. Voilà, donc Laurent Caillot, je fais partie des 6000 bénévoles de la SNSM. Je suis plongeur de bord au bord de cette vedette. Donc la SNSM, c'est la Société nationale de sauvetage en mer. C'est une association loi 1901 à but non lucratif et donc qui a besoin de moyens justement pour faire évoluer son matériel, former son personnel. Et c'est pour ça qu'on fait un appel au public, à la générosité du public. En sachant que pour les gens, ce sont la plupart du temps des bénévoles. Oui, ce ne sont que des bénévoles qui sont des sauveteurs embarqués. Voilà. Donc nous appareillons dans les 15 minutes suivant l'appel du cross. Hein. Donc la vedette part du quai, est en mer à partir de 15 minutes lorsque le cross a appelé. Donc dès que le cross a appelé, vous êtes un... Donc ce qui veut dire que toi, en dehors de ça, tu as un travail. Donc. Oui, moi je suis chimiste chez Total depuis 2 ans. Ça fait 10 ans que je suis à la SNSM comme plongeur de bord et j'ai suivi toutes les formations de secourisme, de passer mon permis au hauturier et puis tout ce qui est certificat restreint de radiotéléphonie. Oui, donc en plus de ton métier, tu vas être prêt à intervenir en 15 minutes. Et c'est-à-dire que c'est un gros investissement personnel de temps en fin de compte. Et on rappelle bien que tu es toujours que bénévole. Donc c'est vraiment une grosse implication en plus. Oui, c'est un investissement personnel, mais c'est avant tout une passion. Et c'est aussi au bon vouloir de son employeur. Donc c'est vrai qu'il faut que les employeurs prennent conscience que c'est une délégation de service public et qu'on est obligé de quitter son travail pour aller sauver des gens. D'accord. Alors en tant que plongeur, donc tu plonges à n'importe quel moment, quand tu es sur le bateau, tu peux plonger de n'importe quel endroit du bateau et tu vas plonger pour intervenir sur quel type d'intervention par exemple? Donc à bord de la vedette, nous sommes 12 membres d'équipage. Hein. Donc 2 équipes. La première équipe est d'astreinte les 15 premiers jours du mois et la deuxième la deuxième quinzaine. Nous sommes 3 plongeurs de bord. Donc nous pouvons intervenir jusqu'à force 9 et nous nous mettons à l'eau dans toutes les conditions. Donc un bateau avec un équipage qui serait tombé à l'eau et autres, vous êtes amené à n'importe quel moment plonger, récupérer l'équipage, le ramener à bord de votre vedette. Voilà, nous pouvons être appelés par le cross 24 heures sur 24, 365 jours par an et tout ça dans les 15 minutes. Voilà. Ouais, donc c'est un gros investissement humain et surtout sachant qu'on rappelle que vous n'êtes que des bénévoles et vraiment une belle aventure pour sauver des gens un petit peu simples mortels comme nous où des fois on fait des erreurs stupides parce qu'on n'est pas forcément conscient des dangers. Voilà, donc une des premières des choses à faire, c'est porter votre VFI, le vêtement à flottabilité intégrée, qui est un gilet et c'est le seul moyen qui va vous sauver la vie. Hein. Il va vous maintenir les voies aériennes en dehors de l'eau et ça vous permettra d'attendre les secours. Donc, on rappelle, toujours écouter vos conseils, ils ne sont pas là sans raison. Donc vraiment vous écoutez un maximum quand même. Voilà. Et je vais vous faire découvrir l'intérieur de la vedette avec Philippe qui est notre président de station. Cette vedette, donc, on vient de la voir au mois de juillet. Elle coûte 730 000 € et nous avons mis 5 ans à réunir les fonds pour la financer. Oui, donc rappelons que reste toujours qu'une association à but non lucratif. Donc c'est vrai que les dons sont importants pour pouvoir s'équiper et être vraiment au bout du jour et de la pointe pour pouvoir sauver une vie. Voilà, les dons sont essentiels. Allons rejoindre Philippe. Très bien. Donc je me retrouve actuellement à l'intérieur de la vedette où je vais retrouver donc Philippe qui va nous présenter cette vedette, nous expliquer un petit peu à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il fait à bord, quelle est sa vie au quotidien à bord. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter un petit peu cette vedette. Voilà, C'est vraiment un bel outil. c'est un bel outil, je crois que le public l'apprécie bien. Et ce que les gens ont bien compris, c'est que c'est un vrai bateau de sauvetage. C'est pas une maquette, on n'est pas dans du virtuel. C'est un bateau de sauvetage qui a été construit cette année, qui est arrivé au Havre le 2 juillet et que depuis le 2 juillet a déjà fait une vingtaine d'opérations de sauvetage. Donc ça, les gens, ils sont très sensibles. Ils sont vraiment à bord d'un bateau de sauvetage opérationnel. Voilà, dans quelques semaines, elle redescendra à la Seine pour regagner le Havre et reprendre sa vie au sauvetage. Fini les paillettes et le strass et on retournera. On retourne à l'action, Voilà, mais on sent que ça vous manque quand même le côté mer.
Oui, c'est vrai que nous, notre passion, c'est la mer et que donc ici, on n'est pas vraiment dans notre milieu et puis on est venu par l'eau douce quand même, hein. Donc, permettez que les marins préfèrent l'eau salée, quoi. Je me doute que ça doit être dur quand même. Ce petit passage a été un petit peu dur. Non, c'est pas dur parce qu'en fait, on est très heureux de présenter au public ce bateau. D'ailleurs, le public, je crois, il est très, très sensible. Bon, c'est vrai que le bateau est magnifique, il est assez moderne, et il présente bien, il est attractif. Donc voilà, tout le monde est très heureux, même s'il y a des contraintes. Non, tout à fait. Alors, vous m'avez dit qu'il avait déjà fait 20 interventions depuis que vous l'avez en mer. Absolument, oui, c'est un bateau qui est sorti déjà une vingtaine de fois en opérationnel, je souligne bien, hein, il s'agit des opérations de sauvetage, plus une dizaine de fois en sortie d'exercice, parce que pour nous, la formation est très importante. Quand on sort par des conditions extrêmes, l'improvisation n'a pas lieu, et donc il faut s'entraîner de façon à avoir des automatismes entre tous les membres de l'équipage. Oui, une vraie harmonie, une vraie osmose entre chaque personne de l'équipage, chaque membre de l'équipage, et se comprendre au moindre clin d'œil. Absolument, c'est une équipe, hein, c'est un team, que ce soit les gens qui sont plus spécialement à la navigation ou l'équipe de pont qui va intervenir vis-à-vis des personnes à secourir. Il faut qu'il y ait une entente parfaite, des habitudes, des automatismes, de façon à ce que même dans les conditions difficiles, les choses se passent le mieux possible et que la prise de risque soit intelligente et mesurée. Hein, nous ne sommes ni des cow-boys, ni des oraux. Vous avez des pères et des mères de famille qui naviguent sur ce bateau, donc l'idée, c'est d'avoir une prise de risque intelligente et mesurée pour offrir une chance aux gens qui sont en difficulté. Alors comment on arrive à gérer son stress lors d'une intervention? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément sur mer la plus calme possible. En règle générale, c'est plutôt de démonter. Et je pense que c'est un taux d'adrénaline important au moment où on part, on est appelé à venir intervenir, le stress de savoir ce qu'on va retrouver et comment on va intervenir, gérer son équipage, gérer toute cette pression. Est-ce que c'est pas trop dur au quotidien? Alors il y a deux facteurs. D'une part, il y a la formation, je viens de vous en parler. Plus on s'entraîne, plus on a confiance en soi et moins le stress est fort. Et puis la deuxième chose, c'est que maintenant on n'intervient pas tout seul, on intervient sur ordre du CROSS, qui lui-même a collationné un maximum d'informations. Donc on ne part pas vers l'inconnu. On a un certain nombre d'éléments, et comme on a dans notre bibliothèque personnelle de sauvetage un certain nombre de situations, on sait à peu près vers quoi on va. Il ne s'agit pas d'un saut dans le vide, pas du tout. On a tout un type de comportement déjà bien organisé. Ça permet de limiter le stress. Le stress, c'est 50% d'efficacité en moins, donc il faut tout faire pour diminuer le stress et connaître, anticiper, bien gérer son équipage. C'est une bonne façon de diminuer le stress commun. Il faut combien de temps pour arriver à pouvoir véhiculer toute cette expérience que vous avez là, que vous nous faites découvrir? Bah écoutez, en général, les jeunes qui viennent nous voir, ils sont pleins de bonne volonté, mais souvent ils ne sont pas assez formés. Donc on mesure un peu leur envie d'intégrer le groupe, à la capacité à se former, à avoir un permis côtier, permis hauturier, après avoir des capacités radio, et puis maintenant une formation au premier secours. Donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'obstination, il faut être opiniâtre. Et puis quand les gens sont assez bien formés, on commence à les intégrer pendant les sorties d'exercice. On voit leur comportement en groupe, on voit les situations dans lesquelles ils se mettent en avant intelligemment et comment ils aident le groupe. Et voilà, c'est une évolution sur plusieurs années. On ne devient pas sauveteur du jour au lendemain, quoi. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes sauveteur? Ben moi, j'ai dû rentrer à la SNSM en 84, je crois. Donc voilà. C'était au siècle dernier. Non, voyons. Et depuis toutes ces années, il vit toujours et vive cette passion et cette envie d'aider l'autre. Oui, vous savez, je crois que le sauvetage, voilà, c'est refuser la fatalité. C'est donner une chance ultime à la vie. Voilà, quand tous les gens rentrent, nous on sort. Mais il faut sortir, encore une fois, intelligemment. Il ne s'agit pas de faire un suraccident, de prendre des risques démesurés. Il faut essayer, avec les moyens de plus en plus performants qu'on a, comme cette vedette, avec les moyens extérieurs aussi d'accompagnement, que ce soit les communications ou les hélicoptères. Voilà, on essaye de repousser la limite pour aller chercher les gens qui se sont parfois mis dans des situations inextricables. Il n'y a rien de plus fragile que la vie, mais en même temps, il n'y a rien de plus beau quand vous arrivez à ramener quelqu'un d'une situation difficile et que, bon, vous le voyez regagner la terre sain et sauf. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Oui, je me doute. En revenant sur cette vedette, pour finir quand même sur quelque chose de beau, pouvez-nous la présenter, nous dire un petit peu, sommairement, un peu à quoi tout semble, tout sert, et ce que vous faites, vous, au quotidien, à bord de cette vedette? Alors là, vous êtes donc au poste de timonier, hein, c'est là où on commande la vedette.
C'est une vedette qui a été construite donc l'année dernière au chantier Bernard à Locmiquélic, à côté de Lorient. Il a fallu à peu près un peu moins d'un an pour la construire. Et donc c'est une vedette dite de première catégorie, c'est-à-dire qu'il y a encore plus gros pour sortir dans des mers encore plus énormes. Nous, c'est une vedette de 14,85 m qui est équipée de 2 moteurs de 450 chevaux qui lui permettent de filer à 25 nœuds. Donc vous avez ici sur le tableau de bord les 2 pupitres qui permettent de surveiller les moteurs, tous les paramètres moteurs. Vous avez ici une caméra de télévision qui permet de surveiller le compartiment machine, parce que la machine est assez petite, assez compacte, donc on ne la visite pas facilement, c'est beaucoup plus facile à l'œil. Ensuite, vous avez un interphone qui permet de travailler avec les canotiers quand ils sont devant ou derrière. Là encore, une caméra de télévision qui permet de voir la plage arrière. Devant la roue, bien sûr, pour barrer la vedette. Alors, ce n'est plus une belle roue en bois verni comme autrefois. C'est peut-être un petit peu dommage, mais en tout cas, en termes d'efficacité, il n'y a pas de comparaison. Et même pour faire un saut vers le futur, on a même, vous voyez, un petit manche à balai, un joystick qui permet de barrer de la main droite et d'avoir dans la main gauche un combiné radio ou de faire autre chose. Donc, très ergonomique. L'idée, c'est d'avoir un engin très ergonomique. Et le fait de passer de l'un à l'autre, vous avez la même précision, c'est pas un petit peu plus sensible et ça ne demande pas d'acquérir une petite formation, un petit temps d'adaptation, de passer de l'un à l'autre? Alors c'est sûr que ce sont deux façons de barrer différentes, mais bon, la fonction de nos sorties d'exercice, c'est aussi de préparer ce genre d'alternative et d'apprendre à barrer d'une seule main avec ce petit joystick. Et une fois de plus, comme je le rappelle, souvent sur des mers qui sont complètement démontées en plus. Oui, c'est vrai que là, les situations extrêmes, au Havre, on peut avoir des mers jusqu'à 4 mètres, 4,50 m de creux. Donc effectivement, ça, c'est pas là qu'il faut apprendre. Je veux dire, c'est là où on doit être au top niveau, quoi. De mon côté, je vois qu'il y a plein d'écrans. Ah bah oui, maintenant l'électronique a envahi la navigation, hein. Donc on a ici en haut à gauche un radar qui permet de surveiller la surface de l'eau avec une bonne précision. Je vais faire le tour. Comme ça, tout le monde pourra voir. Voilà. Donc de bâbord, vous êtes passé à tribord, c'est bien. Alors là, le radar, donc pourquoi? Parce que la baie de Seine, par an, on a 7000 bateaux de commerce au Havre, 3000 bateaux qui font la rivière, qui montent à Rouen, et 1000 bateaux qui vont à Caen. Voilà. Donc on a besoin d'avoir une très bonne connaissance des éco-radars sur la baie de Seine. En dessous, on a un système de positionnement classique du GPS. En dessous, on a un sondeur. C'est mieux d'avoir quand même un peu d'eau en dessous de soi. Sur la gauche ici, vous avez un système de cartographie électronique. En gros, c'est un système GPS comme on a dans les voitures, mais nettement amélioré, plus précis, plus performant. Et puis là, complètement à gauche, on a toutes les fonctionnalités, toutes les commandes, pompe de cale, feu, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est le barreur est là pour barrer, ça va vite, il faut être précis et faire attention. Et à gauche, le navigateur qui, lui, est là pour savoir où on est et où on va en temps réel. D'accord, donc vraiment chacun son poste. Comme derrière, je vois qu'il y a différents sièges aussi, donc chacun vraiment sa place au sein de cette vedette. Et on ne va pas interférer, c'est ce qui évite justement de gros problèmes, et d'où ces sorties qui vous permettent de vous former, de savoir vraiment chacun respecte sa place et est utile à telle et telle fonction. Exactement, il faut que chacun sache exactement ce qu'on attend de lui, de façon à ce qu'en situation, il n'y ait pas besoin d'explication, qu'il y ait qu'un échange de regards pour savoir ce qu'on attend de l'autre. Et donc la rapidité, la précision du geste, c'est souvent ce qui permet de faire la différence entre la réussite d'un repêchage ou l'échec. Très bien Philippe, bah, écoutez, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cette vedette. Bon retour, même malgré que ça soit en eau douce au départ. Et puis bah, écoutez, j'espère vous revoir au Havre prochainement. Juste dans un cadre plutôt calme, le long du port et pas forcément en intervention. Et je vous souhaite pas forcément beaucoup d'interventions, mais le moins possible, de manière à ce que les gens prennent conscience des risques qu'il y a aussi dans l'eau. C'est pas simple non plus au quotidien, pour éviter de mettre tout le monde en danger. Non, mais moi je remercie tout le public du Salon Nautique parce qu'ils sont vraiment formidables et puis je crois qu'ils ont partagé notre passion et ça c'était la mission qu'on s'était fixée. En tout cas, merci beaucoup à vous Philippe et puis bonne continuation. Merci.